Ce programme vous est présenté par Ma. Alors, si tu es président de la République, que feras-tu du fameux principe au Cameroun d'équilibre régional? Je pense que c'est un principe qui est mal posé. Il avait peut-être un objet au moment où, et je pense que ça date du président Ahidjo, au moment où le président Ahidjo a implémenté cette mesure ou cette philosophie-là. Pour moi, il ne fait plus de sens dans la manière dont il est construit et implémenté aujourd'hui. Dans, j'allais dire, le corps des administrateurs publics, que ce soit ceux de la justice, de la santé, du corps préfectoral, de la défense, de la police, il faut effectivement qu'il y ait une certaine représentativité de l'ensemble des composantes qui constituent la nation camerounaise. Sur ce point-là, je suis d'accord. Mais je pense que procéder à l'équilibre régional tel qu'on le fait, c'est-à-dire au moment des concours, fait que souvent on a une disparité et donc ce ne sont pas toujours les meilleurs parmi nos enfants qui accèdent aux fonctions les plus sensibles de la République. Nous voyons le problème dans l'autre sens. Nous disons en fait qu'il faut qu'il y ait un équilibre des ressources et un équilibre des chances. Et il y a des pays qui nous parlent. Moi, j'ai fait mes études au Canada et c'est un pays qui a implémenté un modèle à peu près similaire. C'est-à-dire que dans les zones qui, du point de vue de la nature, parce qu'on n'y a pas construit des routes, parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'il y a des inondations, sont dotées de moins de capacités et donc vont avoir un système éducatif qui n'est pas forcément performant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en œuvre des mesures de facilitation qui encouragent les fonctionnaires à aller s'installer dans ces zones-là. Donc, forcément, on vous paiera un salaire un peu plus élevé à Gaïgaï, par exemple, dans l'extrême nord, plutôt qu'à Douala. Ça va inciter nos enseignants à aller prendre fonction là-bas pour que nos enfants, dans toutes les régions, dans tous les départements et dans toutes les communes du Cameroun, aient accès au même niveau d'éducation. Et une fois qu'ils ont eu donc les mêmes chances, nous allons sur les concours d'entrée dans les écoles publiques sur le simple principe du mérite et de la performance. Donc ça veut dire que si Hiram président, il arrive que tous les candidats de l'ENAM viennent d'une seule région, on valide. Je ne pense pas que ça arrive. Si ça arrive, imaginons que ça arrive. Je ne pense pas que ça arrivera parce que je pense qu'on est doté d'intelligence. C'est mon émission. Oui, mais dans mon émission, je vais te répondre. Moi, j'ai décidé que dans mon émission, ça peut arriver. Je vais te répondre. C'est extrêmement rare. Sois rassuré. Mais ça peut arriver. Je ne pense pas que ça arrive parce qu'on est doté d'intelligence partout. Mais la question que je pose souvent, quand les Lions indomptables nous remportaient entre 82 et 90, les victoires qu'on a connues, et je ne vais pas le dire, on va m'accuser de le dire parce que je suis Bassa, et que l'équipe, le 11 entrant, était constituée de 8 Bassa. Quand le Cameroun gagnait, est-ce que vous entendiez les Camerounais se plaindre du fait que l'équipe nationale est constituée de 8 Bassa? Parce qu'on gagne. C'est justement ça le problème. Quand on gagne, ça passe. C'est justement ça le problème. Alors, le jour qu'on perd, si on a dans un concours, là, on va détailler chaque jour. Si on a un concours où tous les admis sont du même village, je ne vais même pas dire de la même région, et que nous sommes sûrs que c'est les enfants les plus performants de notre République qui ont été admis, et qu'ils offriront aux citoyens camerounais un service public de qualité qui va contribuer à améliorer les conditions de vie, personne ne se plaindra. On se plaint de l'équilibre régional aujourd'hui parce que les gestionnaires de la fortune publique ont failli. Et c'est parce qu'ils ont failli qu'on a constaté que très souvent, c'est deux des régions du Cameroun qui ont 70% des personnes qui sont admises à ces concours-là. Donc la question est une question de performance et c'est une question de satisfaction des besoins des Camerounais. Qu'ils soient du même village ou même du même ventre, sincèrement, s'ils apportent le résultat qu'on attend, je validerai en tant que chef d'État les résultats de ce concours-là. OK. OK. On va faire des pauses toutes les 15 minutes. Hein. Ouais. Il vaut mieux. Comme ça. Ça marche. Il vaut mieux. Ça veut beaucoup. C'est I. Hein. Ah, c'est I. IOD, oui. Beaucoup de. Ah, c'est IOD. Oui, IOD. Ah, moi j'ai quand tu vas écrire. Ah, moi j'ai lu l'IOD. IOD. Ah, non, parce qu'il y avait l'erreur en ligne. Non, soit tu as dit quelque part, il y avait déjà. Oui, j'ai vu ça en ligne. OK. C'est bon? C'est bon? Oui. Alors, Hiram, franchement, tu as beaucoup de bonnes intentions. De très bonnes intentions. Alors, imaginons, octobre 2025, la Cour constitutionnelle déclare Hiram Samuel Iodi président de la République du Cameroun, troisième président de la République du Cameroun. Quelles sont 3, 4, 5 premières mesures que tu vas prendre après avoir prêté serment?
Les mesures doivent être alignées sur les problèmes principaux que les Camerounais rencontrent. Et je pense que ces problèmes sont de 2 ou 3 ordres. Il y a la question de la crise anglophone, il y a la question de la gestion de notre fortune publique, et il y a la question de l'identité camerounaise. Et donc je pense que c'est ces 3 questions-là qui vont focaliser mon attention dans les premières heures après avoir prêté serment. Sur la question de la crise anglophone. Tout à fait. Là-dessus, très rapidement, nous allons engager un dialogue avec tous nos frères et sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et je le dis, y compris ceux qui ont pris le chemin de la violence. L'objectif pour nous sera qu'en 3 mois, on puisse démilitariser cette région, c'est-à-dire retirer l'armée, mais également que les factions sécessionnistes déposent les armes. Et donc ça, nous allons le faire dès que nous sommes élus à la tête de l'État. La deuxième mesure, j'en ai déjà parlé, ce sera la reddition des comptes pour que ceux qui se sont servis de l'argent des Camerounais pour améliorer leur confort de vie soient tenus comptables et responsables devant la justice de notre pays. Et enfin, la troisième mesure qui touche à notre identité, parce qu'il faut construire et reconstruire, et peut-être qu'on en parlera dans le champ de la culture, l'identité camerounaise qui surpasse les identités tribales et ethno-linguistiques. Et dans ce sens-là, il y a des gestes simples qu'il faut poser dans l'immédiat. La première des choses, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, le président Ahidjo, mais il a quand même été le premier président de la République du Cameroun. Moi, je suis petit-fils de ce qu'on a appelé maquisards. Donc, pour nous, il a été d'une certaine horreur, mais je pense qu'il faut rétablir un certain ordre des choses. Donc, dans l'immédiat, nous allons demander que la dépouille du président Ahidjo soit rapatriée au Cameroun, avec celle de l'ensemble des membres de sa famille qui sont enterrés à Dakar. Mais nous irons plus loin, et en tant que chef de l'État, je prendrai sur moi de faire le tour, j'allais dire, des lieux où reposent les différents pères fondateurs du Cameroun. Je commencerai par Ruben Oumniobé, parce que l'idéologie qu'on défend au MP3 est fondamentalement axée sur le projet qu'avait l'UPC quand ils ont été créés en 1948 et qu'ils ont défendu jusqu'à la fin du maquis au milieu des années 1970, qui n'est plus l'UPC total que l'on voit aujourd'hui dans le champ politique, qui en arrive à soutenir la candidature du président Paul Biya. Et donc, ce sera de faire le tour des sépultures de Wandje, de Moumié, de Douala Mangabel, de Martin Paul Samba. D'abord pour m'y recueillir, parce que je pense qu'il faut leur rendre hommage. Il faudra leur dire que le projet que nous portons viendra finalement donner vie aux rêves qu'ils ont portés pour le Cameroun, mais pour les réhabiliter de manière concrète dans la mémoire collective du peuple camerounais. Et ça se fera en modifiant le nom des lieux, des rues et des infrastructures publiques pour baptiser ces endroits-là au nom de nos pères fondateurs. Il n'est pas normal que dans certaines de nos grandes villes, que les principales vues, les principales rues, les principales avenues continuent de porter le nom de personnes qui ont fait tant de mal à notre pays. Donc il faudra redonner à nos héros, ce sera l'une des premières décisions, il faudra redonner à nos héros leur place dans le paysage public. Ce sera l'un des leviers de construction de l'identité camerounaise qui va supplanter nos identités individuelles. Ok. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Ruben Oumniobé. Oui. Alors, il me semble qu'il existe une prophétie de Ruben Oumniobé qui annonce qu'un homme providentiel, jeune, qui viendrait de nulle part. Déjà, je ne parle pas de toi. Je dis ce qu'il a dit. Moi je t'écoute, j'ai rien dit. Hein. Voilà, donc, qui viendrait de nulle part. Est-ce que tu penses que cet homme-là, c'est toi? La prophétie de Ruben Oumniobé soulève beaucoup de fantasmes. Et tu me permettras d'avoir 2 minutes pour parler un peu de Oumniobé, de comment moi je conçois une prophétie. Même 3 minutes. Merci beaucoup. Parce que Ruben Oumniobé n'était pas qu'un leader politique. Et sa qualité de prophète, si on peut dire ça comme ça, ne vient pas de son qualificatif d'acteur politique. Oumniobé était un fils de la tradition africaine. Son père, Nyoben Souga, était un Bombok, était un porteur de la tradition Bassa, qui était spécialisé dans ce qu'on appelle le rite d'Ungé, c'est le rite des guerriers. Et il a eu un seul enfant. Ruben Oumniobé n'a eu ni de frère, ni de sœur. Okay. Sa mère, je ne sais pas si c'est une légende, mais je crois que l'histoire est vraie, a eu 12 fausses couches. Wow. Et finalement, la 13e fois, quand elle a donné naissance à Oumniobé, elle est décédée en couche. Donc Oumniobé n'a pas connu sa mère. Il a donc été élevé par son père qui était un porteur de tradition. Donc il a reçu la tradition du Mok.
Et ceux qui l'ont côtoyé disent que, justement, chaque matin, il avait l'habitude de consulter ce qu'on appelle chez les Bassa le Ngambi, l'art divinatoire. Et qu'il consignait ses notes. Et là, tu me permets de faire une petite sortie pour rappeler que quand Oumyobé a été tué, on a pris sa mallette. La France est en train de déclassifier les archives historiques, mais n'a toujours pas remis au Cameroun la mallette de Oumyobé. Donc ton plateau est l'occasion pour moi de demander aux autorités françaises de nous remettre la mallette de Oumyobé. Pour savoir ce qu'il écrit. Ce qui est écrit dedans. Parce que justement, quand on sait ce qui est écrit dedans, on se rend compte que les éléments de la prophétie qu'on nous balance sont des bribes de quelque chose de beaucoup plus fort qu'il racontait. Un initié traditionnel, c'est quelqu'un qui a la capacité de se soustraire à la contrainte du temps. C'est-à-dire qu'il peut voir le passé, il est dans le présent et il peut devenir le futur. Mais une prophétie, ce n'est qu'un champ de possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, il a vu qu'il y a des choses qui pourraient se passer dans le futur et il a averti. On dit que sur le premier président, il a eu raison. Sur le deuxième, les longues robes, sur le deuxième également, il a eu raison. Et potentiellement, sur le troisième, il aurait raison. Et donc, tout le monde est focalisé pour chercher le fameux jeune sorti du ventre de l'oiseau en panne blanc qui tiendrait le sache-mousse, polyglotte et magicien. Moi, ce que je dis, c'est que ce jeune-là vit en chacun des Camerounais. Et je pense que Oumyobé n'annonçait pas la venue d'un homme. Je ne pense pas qu'Oumyobé était favorable, quoique c'est une prophétie, c'est pas lui, il ne fait que dire ce qu'il a vu, mais je pense qu'il n'adhérait pas à la philosophie de l'homme providentiel. Je pense que Oumyobé annonçait la venue d'une génération qui allait libérer le Cameroun. Et si vous me demandez à ce moment-là, si je fais partie de cette génération-là, je vous dirais oui, mais je ne suis pas tout seul. Donc pour être très précis, je ne sais pas si je suis l'incarnation d'une prophétie de Oumyobé, mais je sais que le projet que je porte est l'incarnation de cette prophétie-là. Et que ceux qui m'accompagnent et qui vont nous rejoindre, tous les jeunes Camerounais, sont l'incarnation de cette prophétie. Parce que chacun de nous porte en lui cette petite flamme, cette petite étincelle. On l'appelle le Lion Spirit, on l'appelle le Hemle. Et c'est de ça dont Oumyobé parlait. Il disait qu'il viendra un moment où la jeunesse camerounaise, enracinée dans son héritage traditionnel, va réveiller ce Hemle-là et va porter le destin du Cameroun. Et je pense que ce moment-là est arrivé. Okay, super. Alors, Hiram, on va passer à la dernière question de cette rubrique politique. On va parler de la multinationalité. Tout à l'heure, quand tu te présentais, tu as fréquenté au Canada, au Québec, pardon, pour être précis. Oui, pour être précis. Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, tu es ce qu'on appelle ici au quartier un diaspora. Oui. Voilà, diaspora. Même si je suis retourné depuis 15 ans, donc je ne sais pas si diaspora une fois, diaspora toujours. Je te l'accorde. Bon, alors, il y a une espèce de mouvement depuis quelques années de Camerounais à l'étranger qui rentrent au Cameroun. Ça, c'est un mouvement vraiment intéressant qui entre au Cameroun et qui, de plus en plus, revendique la multinationalité, même ceux qui ne rentrent pas. Oui. Alors, toi, président, bon, je vais faire une prophétie. Je devine que tu vas tu suis les pas de Oumyobé. Accorder la double nationalité. Mais comment est-ce que tu vas l'encadrer juridiquement? Effectivement, je pense que notre encadrement est particulier. D'ailleurs, je pense que tu as commencé par le dire, on va l'accorder. On va l'accorder pour le simple fait que le code de la nationalité de 1968 correspondait à un contexte précis. Les Camerounais qui fuyaient le maquis et la violence du régime du président Ahidjo, c'était pour un certain nombre réfugiés de manière générale à l'étranger et de manière très particulière en France. Et donc, le président Ahidjo, qui tenait à avoir un certain contrôle des mouvements de ces personnes-là qui étaient peut-être dangereuses pour la conservation de ce pouvoir, a adopté ce code-là qui disait que, rendu à l'âge adulte, la majorité, tout Camerounais détenteur ou ayant eu accès à une autre nationalité perd de fait sa nationalité camerounaise. Nous sommes en 2025. Je pense que la dynamique est totalement différente. Aujourd'hui, la diaspora envoie au Cameroun plus de 360 milliards par année. C'est 5% de notre PIB. Je ne compte pas l'assistance morale, psychologique qu'ils ont à l'attention de nos différentes familles, l'encadrement qu'ils ont auprès de nos enfants qui vont à l'école. Donc la diaspora fait partie intégrante de la vie de notre nation. Et je trouve complètement stupide ou ahurissant ou incompréhensible qu'un Camerounais... Injuste aussi. Oui, injuste même. Qu'un Camerounais qui, chaque mois, s'efforce à contribuer à l'essor de notre pays, quand ils veulent rentrer au Cameroun, il doit payer 150 à 250 € de frais de visa.
Et quand c'est une famille, un monsieur qui amène une dame qui amène son conjoint, plus 2 enfants, c'est pratiquement 1 000 € de frais de visa. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Et donc, il faut accorder la multinationalité. C'est vrai qu'on a dit double nationalité, la multinationalité. Mais nous l'encadrons. Parce que nous estimons qu'à contrario, l'histoire d'un certain nombre de nos pays africains montre que nous avons une certaine fragilité à la tête de l'État. Et que souvent, nous avons les anciens colons d'hier qui n'ont pas envie de lâcher la main sur la gestion de nos ressources, qui infiltrent nos palais présidentiels à travers des épouses et qui finalement mènent la danse sur comment est-ce que le destin de notre pays, de nos pays doivent être conduits. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'un certain nombre de responsables, porteurs des mandats publics, devront exclusivement avoir la nationalité camerounaise. Le chef de l'État, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les généraux de nos armées, enfin, je pense que pour l'armée, de toute façon, tous les corps constitués, tous les grades dans l'armée devront se plier à cette exigence-là. Et les directeurs généraux d'un certain nombre d'entreprises publiques stratégiques ne devront être que camerounais. Et les maires? Pour les maires, justement, il y a une subtilité. Le maire est le porteur du développement local, c'est-à-dire que son action s'inscrit ou influence un territoire bien défini et bien déterminé. Et je prends souvent cet exemple-là, un Camerounais de la diaspora, qui serait peut-être originaire de Kaélé ou de Mouda, qui, pour des raisons d'opportunité sociale, très souvent, a acquis une autre nationalité. Mais pendant ce temps, a continué à contribuer à la vie de sa communauté locale au Cameroun. Il revient au Cameroun après avoir passé 10 à 20 années à l'étranger et il continue d'être un acteur du développement local. Je pense que même s'il a la double nationalité, il doit avoir la possibilité de se présenter comme maire de la localité. Et donc, pour les maires, on pourra parfaitement avoir la double nationalité. Ce sera aux membres de la communauté locale de juger de si cette personne a investi de toutes les compétences et de toutes les convictions pour conduire le développement de leur localité. Alors, dans cet encadrement-là, on va prendre un cas. Oui. Un cas qui a eu au Cameroun, celui de Thierry Michel Atangana, qui a été incarcéré pendant 17 ans parce qu'il est camerounais. Mais au moment des faits, il a brandi sa nationalité française et demandé à être renvoyé dans son pays. Mais il a quand même passé 17 ans derrière les geôles du CED, il me semble. Et 17 ans après, quand il est sorti, il est rentré en France. Quel type d'encadrement est-ce que toi, Président, tu prévois donner pour que ce genre de cas qui joue en défaveur de cette multinationalité n'arrive plus? Je veux d'abord dire quelque chose, et sans remettre en cause la justice, même si moi-même je suis un blessé de cette justice camerounaise-là, que pour le peu que nous savons de cette affaire-là, quand on la lit, on ne comprend toujours pas pourquoi Thierry Michel Atangana a passé 17 années en prison. Je voudrais commencer par là. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est une histoire malheureuse d'un jeune garçon. Je pense qu'il avait à peine la trentaine entamée à ce moment-là, qui a exercé des responsabilités sur un projet précis et qui, je pense, pour des raisons politiques, parce que justement, il a été le directeur de campagne de M. Titus Edzoa quand il a annoncé sa candidature, a été envoyé en prison pour 17 années. Voilà ce à quoi la justice camerounaise est utilisée, en fait, pour torsionner ceux qui ne pensent pas comme l'ordre régnant. Donc, je voulais quand même le dire. Oui, je ne pense pas, je ne suis pas magistrat, mais je ne pense pas qu'il aurait dû passer 17 années en prison. Ceci étant dit, si j'étais président de la République à ce moment-là, il n'aurait pas occupé ses fonctions. Et c'est ce que je dis. On lui aurait demandé simplement de renoncer à sa deuxième nationalité. Il n'aurait été donc que Camerounais. Et si jamais il avait commis des méfaits qui avaient justifié qu'il soit emprisonné, il aurait été emprisonné comme Camerounais, aurait servi sa peine de prison et après aurait été libéré. Donc pour résoudre ce problème, c'est exactement ce que je dis. On ne peut pas être ministre de la République. Et il y en a lors des élections présidentielles françaises et américaines. Vous les voyez à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade de France ou l'ambassade des États-Unis, ici à Yaoundé, et ils vont voter. Et ça n'émeut absolument personne. Tout à fait. Donc je pense qu'à ce niveau de responsabilité-là, la mesure qui permettra d'éviter ce type de cas, c'est que les dirigeants du Cameroun, à un certain niveau, ne seront que des Camerounais. Ils n'auront non pas la possibilité de se soustraire de notre justice sous le prétexte qu'ils ont un autre passeport. Ok. Ça, c'est clair. Merci. On va passer à la prochaine rubrique, qui est une rubrique qui me tient particulièrement à cœur. C'est art et culture. Okay. On est ici dans un lieu de culture, c'est le Valérie Ndongo Comedy Club. Donc, pour commencer, est-ce que vous avez des amis artistes? Oui.
plus que des amis même. J'ai des frères artistes. Moi-même, je suis un artiste dans l'âme. J'ai rédigé un ouvrage, donc je pense que la littérature fait partie de l'art. J'ai une carrière de musicien qui a été très rapidement avortée. Peut-être que je n'avais pas le talent suffisant pour aller jusqu'au bout. Mon petit frère également a fait une petite carrière dans la musique. Mais aujourd'hui, parmi ceux qui m'accompagnent, il y a un artiste, Max Bakop, qui est un artiste multisecteur, multitalent, multicompétence. Je ne sais pas si je dirais l'hymne du MP3. En tout cas, la composition de la chanson qui a amené le dévoilement de notre programme a été faite par l'artiste de musique urbaine Janea. Avec qui je chemine depuis de très longues années, qui même, indirectement, je lui rappelle souvent, sur le PV de légalisation du MP3 du 17 novembre 2018, son nom figure, même si après, il s'est concentré un peu plus sur sa carrière musicale. Donc oui, je vis un peu dans le monde artistique, je ne suis pas totalement imprégné, mais oui, j'ai des amis artistes. Alors, est-ce que tu peux nous faire l'état de lieu, selon toi, de la culture, et qu'est-ce que tu comptes faire pour remédier à cela une fois président de la République? Je pense que c'est Édouard Herriot aussi, je ne me trompe pas, c'est un ancien président du Conseil des ministres français qui disait que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Je ne cesserai de le redire parce que c'est une réalité mienne. Je suis fils de la tradition et moi, j'appréhende la culture différemment. Je pense que la culture, c'est tout ce qui existe avant qu'on ne soit. C'est-à-dire que c'est le substrat immatériel à partir duquel on va construire les professions des arts et de la culture. Et que très souvent, quand on fait l'état des lieux de la culture au Cameroun, on parle des syndicats, des musiciens, on parle de l'absence de salles de spectacle, on ne parle pas de cet immatériel qui nourrit la culture. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et à ce niveau, oui, j'ai mal de dire que notre contact avec les autres, les pays qui sont venus chez nous, les cohortes impérialistes, ont détruit le substrat de notre culture. Moi, tout petit, je pense comme toi aussi, j'ai encore eu la chance d'aller passer les vacances chez les grands-parents où on ramenait tous les cousins. On était une vingtaine, on nous accompagnait au champ et en soirée, les aînés du village nous contaient l'histoire du village. Tout à fait. Nos enfants n'ont plus cette chance-là. Or, c'est dans ce substrat-là que vous allez trouver le contenu qui permet la création artistique. Je dis souvent, je prends un exemple de Richard Bona. Richard Bona chante exclusivement en langue douala, presque exclusivement. Et pourtant, quand vous regardez ses vidéos sur Internet, vous vous rendez compte qu'il est capable d'hypnotiser des publics en Pologne et en Corée, qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'il raconte. Parce que dans l'art de Richard Bona, il allait puiser dans l'essence même qui fonde notre culture et qu'en fait, il transmet une sorte d'énergie, une sorte de vibration qui met les gens en transe. Donc le premier travail que nous avons à faire au niveau de la culture camerounaise, c'est de reconstituer ce réservoir-là. C'est le premier travail. Et nous pensons que le principal canal pour y arriver, c'est l'éducation. Il faut que nos enfants aillent à l'école en comprenant c'est quoi la nature des peuples qui composent la nation camerounaise. Notre histoire n'a pas commencé ni en 1960 avant l'indépendance, ni en 1885 avec la conférence de Berlin, ni en 1472 quand Fernando Po est venu visiter les côtes du Cameroun. Notre histoire est beaucoup plus ancienne. Et donc, dans cette histoire ancienne-là, nos peuples ont développé des modes de pensée, une conception de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que la relation avec la nature, de ce que c'est que le développement, et c'est tout ça qui constitue la culture. Donc, il faut que le canal éducatif permette de transmettre ce savoir-là. Ensuite, et là sur l'état un peu plus, j'allais dire contemporain de la culture, nous manquons de lieux d'expression du savoir culturel. Moi, j'étais au collège Liberman et je pense que j'arrivais quelques années avant qu'on le ferme. Juste à la sortie du collège Liberman, il y avait ce qu'on appelait la MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture. Et je pense qu'il y en avait 4 ou 5 dans la ville de Douala. Et il devait en avoir plusieurs sur le territoire camerounais. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que même si on a un canal éducatif qui permet de réveiller des vocations artistiques et culturelles, il faut des lieux où on va aller exprimer, construire et peut-être professionnaliser ces savoirs-là. Et donc, dans notre programme de société, ce que nous disons, c'est que chacune des 360 communes du Cameroun devra être dotée de ce qu'on a appelé les maisons de l'information, de la culture et de l'entrepreneuriat. On a appelé ça les MINSEP. C'est des lieux qui seront à la fois des espaces de coworking, des espaces qui mettent l'information utile à la disposition des jeunes entrepreneurs,
mais aussi des espoirs qui permettent d'exprimer le talent artistique. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut investir en priorité. Donc je ne vous parlerai pas des grandes salles de spectacle parce que j'estime que si les artistes ou ceux qui ont la vocation artistique n'ont pas accès au substrat immatériel qui va être le réservoir des talents, on ne pourra plus avoir des artistes de qualité. Et on peut le constater. La musique camerounaise qui avant faisait notre fierté, on voit de quelle manière elle s'est dégradée parce qu'aujourd'hui on chante tout et n'importe quoi. Non, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal, il y a quand même quelques exceptions. Oui, mais je pense qu'il faut il y en a même beaucoup. qu'on remonte en qualité très rapidement. Où est-ce que le président Hiram va trouver l'argent pour remonter tout ça? Parce que tout ça, il faut de l'argent pour réaliser cela. Alors, il y a des petits leviers qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, le Cameroun a un budget de 7 317 milliards. C'est-à-dire que 7 317 000 millions, que ce soit très clair. Et le budget qui est alloué à la culture, c'est 9,4 milliards. C'est-à-dire 0,13% du budget de l'État. C'est absolument ridicule. Donc, pour trouver de l'argent, il faut rééquilibrer le budget de notre État. Je pense qu'il y a plein d'étudiants en gestion ici, donc je ne vais pas faire un cours de gestion. Mais pour être très simple, un budget public s'équilibre entre les recettes et les dépenses. Les recettes, c'est ce que l'État va collecter comme impôt, ce que nous payons. Il faut savoir que chaque fois que nous payons quelque chose, nous donnons de l'argent à l'État. Des fois, je crois que les Camerounais l'oublient. Chaque fois, même quand vous payez une petite bouteille de jus dans le bar, vous donnez quelque chose à l'État. Donc ça constitue les recettes avec lesquelles l'État va organiser la construction des infrastructures publiques et des infrastructures sociales, dont ceux de la culture. L'État peut également avoir recours à des emprunts. Et de l'autre côté, ça doit s'équilibrer avec les dépenses. Vous avez deux types de dépenses. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire l'achat des Prado, l'achat des Land Cruiser, l'amélioration du confort de vie de nos ministres. Et puis vous avez l'investissement, la construction des routes, des barrages hydroélectriques, des écoles et donc des infrastructures culturelles. Nous, notre postulat, c'est qu'aujourd'hui, pour un pays en voie de développement comme le nôtre, en voie de reconstruction, et ça, ce sont les standards internationaux, on vous dit que vous devez avoir à peu près 40% de votre budget qui va à l'investissement et 60% sur le fonctionnement. Le Cameroun, aujourd'hui, a pratiquement 80% de son budget sur le fonctionnement. Je crois que c'est 19% à l'investissement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, et je pense que là, vous me demandez quelles sont mes qualités de chef d'entreprise, et c'est là que je vais démontrer mes qualités de chef d'entreprise parce que je sais organiser un budget. Nous allons retoiletter le budget de l'État du Cameroun pour éliminer ce que nous avons appelé les dépenses inutiles. Ces dépenses-là se chiffrent, selon les années, selon les 10 dernières années, à peu près entre 1000 et 1500 milliards par année. Donc, une moyenne de 1200 milliards. 1200 milliards sur 7 ans, c'est, je crois, 8400 milliards. C'est-à-dire que nous allons dégraisser le fonctionnement de 8400 milliards que nous aurons donc comme base pour aller financer l'éducation, la santé, la construction des unités de production d'électricité et tout ce qui est infrastructure de promotion de la culture en tant que notre identité. Donc en fait, je ne dirais pas, je ne vais pas prendre l'exemple des autres, ce ne sera pas un travail à la Elon Musk, puisqu'on voit comment ça se gâte entre lui et le président Trump. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir une intelligence budgétaire qui permet de se dire qu'on n'a pas besoin de renouveler tous les 4 ans le parc automobile des ministres et des généraux. C'est vrai qu'un véhicule s'amortit sur 4 ans, mais il a une durée de vie de 20 ans. Et que ces dépenses-là peuvent servir à financer des besoins qui sont beaucoup plus urgents. Donc, on ne va pas aller chercher un argent qui n'existe pas. L'argent des Camerounais est déjà disponible. On va mieux gérer les 7300 milliards. Ce sera sans doute plus l'année prochaine, les 7300 milliards qu'ils auront mis à notre disposition. Alors, Hiram, nous allons faire une petite pause pour donner la parole à ce public qui est présent ici pour poser des questions. Donc, cher public, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Rappelez-vous une chose, il peut être président demain. Donc, ce n'est pas le CICIA. Donc, s'il y a des étudiants, préparez vos CV, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro dans la salle qu'on va donner à ceux qui ont des questions à poser. Il y a des questions derrière, devant. OK, une question. On passe le micro. Vous vous présentez et vous posez la question, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour à tous. Je m'appelle Kenneth Kouenda Lesenge, étudiant en lyrique, 25 ans. J'ai une question, mais avant de poser ma question, je vais commencer par un constat. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, importent leurs matières premières sans les transformer et exportent des produits finis qui coûtent une fortune.
J'aimerais donc savoir, une fois M. Hiram Samuel Iodji élu président de la République, quelle serait sa stratégie pour transformer nos matières premières et industrialiser réellement notre pays et également promouvoir et booster le Made in Cameroun? Merci. Je réponds tout de suite. Oui. Oui, alors j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Le constat, il est simple. On a un pays immensément riche. On a le fer, on a le pétrole, on a le bois, on a le manganèse, on a le cobalt, on a le gaz. Et paradoxalement, on importe pratiquement 80% de ce que l'on consomme. Un opérateur économique disait il y a quelques années dans la presse qu'on importe même les clous. C'est-à-dire que le Cameroun ne fabrique même pas les clous. Même les cure-dents. Voilà, et les cure-dents, je crois que c'est effectivement. Et c'est un constat qui fait mal. L'Afrique en général, c'est à peu près 30% des réserves naturelles de l'humanité. En général. Mais le constat va s'appliquer également au Cameroun, qui est l'un des pays les mieux nantis sur le continent africain. Mais l'Afrique, dans un peu plus de 20 ans, c'est-à-dire en 2050, va avoir 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants, dont une population extrêmement jeune qu'il va falloir employer. Nous avons 30% des réserves, nous avons une population jeune qui peut travailler, et nous ne participons qu'à hauteur de 2% à l'industrie mondiale. C'est très grave comme constat. L'industrialisation, c'est d'abord une décision politique. C'est un choix de développement. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous ne devons pas avoir peur de prendre des décisions difficiles. Donc, c'est une décision qui sera prise de manière immédiate. Dès le 1er janvier 2026, une fois que je serai président de la République, le Cameroun interdira l'exportation de ses matières premières agricoles et minières. Ça aura quelques objectifs. Le premier d'entre eux, c'est de transformer localement nos richesses et que la plus-value qui se construit entre la matière brute et le produit fini bénéficie aux entreprises camerounaises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est l'industrie qui apporte les opportunités d'emploi. On parle de chômage tous les jours, mais quelles sont les entreprises qui vont employer tous ces jeunes-là si ce sont les industries que nous aurons constituées? Donc, en dopant l'industrie, nous multiplions les opportunités d'emploi, mais aussi nous multiplions la sous-traitance qui va permettre de faire vivre nos PME. Et enfin, nous multiplions le volume des recettes que l'État va percevoir pour pouvoir organiser la vie publique. Donc, la décision que nous allons prendre, elle est très simple. Désormais, les matières premières du Cameroun serviront l'enrichissement des Camerounais. S'agissant du Made in Cameroun, c'est un lien un peu entre l'industrie et ce qu'on vient de dire sur la culture. Le Made in Cameroun, c'est un label. Donc, c'est une culture. Ça doit donc être une culture de performance, une culture de qualité et une culture de savoir-faire. Vous ne pouvez pas avoir un Made in si vous n'avez pas mis en place un processus de certification de ce Made in-là. Et ce processus de certification n'existe que si vous avez doté les gens de toutes les compétences pour produire des produits, excusez-moi la répétition, qui seront à un certain standard de qualité. Parce que là, je te rejoins, le Cameroun a pour vocation d'aller conquérir le monde. Nous avons un pays de 30 millions d'habitants qui a 1800 km de frontières avec un pays qui fait 200 millions d'habitants. C'est-à-dire que nous avons un marché potentiel sans faire d'efforts avec le Nigeria qui doit permettre d'absorber la qualité des produits que nous pouvons mettre sur le marché. Mais ces produits-là vont aller en concurrence avec des produits qui viennent d'ailleurs. Donc il ne faudra pas avoir un Made in Cameroun pour avoir un Made in Cameroun, il faudra avoir un Made in Cameroun de qualité. Et donc ce qu'on a dit, c'est que la question de l'industrie, la question de l'éducation qui permet de donner des compétences à des Camerounais qui doivent aller conquérir le monde, et la question de la culture qui leur donne une identité de fierté, de savoir-faire, de grandeur, permettra donc que l'on ait des produits qui peuvent concurrencer les produits qui viennent de n'importe où et d'avoir un Made in Cameroun qui se positionne au top de la qualité sur le continent africain. Merci. Ça, c'est clair. Alors, une autre question. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est Kotem Prince with Sambit. Étant donné que le pays que vous allez diriger après octobre 2025, désormais, c'est un pays bilingue, donc permettez-moi de vous poser ma question en anglais. Yes, go ahead. Thank you very much, Mr. President.
I would have loved to ask you a question on the Anglophone crisis and what has been going on since, but I understand that you have a brilliant project and political program that will resolve the Anglophone crisis, like you've said, where you organize a conference and also to see how you can be able to bring the people together and do that. So I will not go to the Anglophone crisis, but I grew up in one of the towns of the southwest region of Cameroon, Tiko. Yes. And growing up, I grew up in a family that was very poor, and we lived on marine biodiversity, which means fish. You could hear our parents buying things like janja, moto, mbunga. That is what we ate with fufu when we were growing up. Today, those rivers, those fishermen, when they go there, what they bring back home is plastic bottles that they catch instead of fishes. 2 months ago, I was in the extreme north of Cameroon, the north and Adamawa regions of Cameroon. I tell you, growing up in down south, I never understood how hot it was. Yeah. Very, very hot. It was the first time I saw animals like goats eating papers. Goats are supposed to eat grass, but they were eating papers. All this is due to climate change, environmental problems. Mr. President, when you take over power, how do you plan to manage the environmental hazard that we are facing today in Cameroon? Not only Cameroon, but I know the MP3 has an African vision. How do you plan to do this? Thank you. Thank you, Prince. I would say first that the climate change is a global issue. Cameroon is not the only country facing this issue. As an African, as a traditionalist, we have a strong link to nature. And we think that we need to live in accordance with the principles of the nature. And we have been the followers of what other people choose to have as a development model. And that is one of the main reasons why you are acknowledging all those plastics and all those papers. So my take is that we have to teach our young brothers and sisters, our children, that the nature is nurturing us. The nature is giving us the power, the strength, and the energy to live. And we have a responsibility to this nature. So we have to understand that all our commercial and industries activities must be conducted in the way that we need to protect our nature. And that when we talk about the Made in Cameroon label, I think that the protection of the environment will be one of the key points to build this 237 label. So please allow me to say a word on the Anglophone crisis, because I'm talking to my Anglophone brothers and sisters. I still think that we have a common destiny to build. I think that we may have chosen some paths that are not good, but it doesn't mean that we should put away some of our brothers and sisters. So what we are proposing at the MP3, what I am proposing at the head of state, as you said, is that we need to build a dialogue, a frank, transparent, and constructive dialogue with all our brothers and sisters to be able to organize a national sovereign conference in October 2026, so 1 year after I will be elected as the head of state. And it will be that conference that will adopt the form of our state, the model to govern our territory, and the model to govern our resources. So for the first time in our history, I think that we will give to our people the chance to decide by themselves on how they want to build our country. Ce programme vous a été présenté par Ma.